les choses à la racine. J'écris l'amour avec le A de anarchie. Pour saisir avec acuité le sens de la radicalité, je te propose de faire un petit effort d'imagination. Nous sommes en 1912 et tu es le capitaine du Titanic. La compagnie qui t'emploie attend de toi que tu battes des records. Leurs égos veulent se la péter avec cet exploit technologique et ton ego veut prendre sa part. Alors tu fonces vers l'Amérique. Puis, tard, très tard, tu prends enfin conscience que tu fonces vers un iceberg. Il est peut-être possible de l'éviter. Alors dis-moi, ton changement de cap, est-ce qu'il sera radical ou pas radical ? Pas de panique, la croisière s'amuse. Même si le monde n'est pas que beau. Du Titanic au radeau de la Méduse, il n'y a qu'un pas, mais pousse le turbo. Maman, les petits salauds qui polluent l'eau, qu'ont-ils vraiment entre les jambes ? Sans conscience du danger, en première classe du Titanic, on continuait à boire du champagne. Et en seconde classe, on buvait joyeusement de la bière. La métaphore tient encore aujourd'hui, parce que tant que la classe moyenne des pays riches est peu affectée par le dérèglement climatique, les médias n'en parlent quasiment pas. C'était vrai jusqu'au printemps dernier. Nos entretiens se déroulent au cours de l'été 2019. On dirait bien que les vagues de canicule ont fini par secouer les consciences. À minima, depuis 2 siècles de surexploitation industrielle, la menace a longtemps été abstraite, très abstraite, dans les régions les plus favorisées. Là, pendant quelques semaines, le Français moyen a enfin été dérangé par des vacances trop chaudes au cours de cet été 2019. Il semble que ça a été un déclencheur qui a rendu les médias plus attentifs aux enjeux environnementaux. J'espère que ce n'est pas un effet médiatique ponctuel qui disparaîtra avec l'inconfort estival. Alors puisque cette catastrophe passée, présente et future exige des changements radicaux, je dois changer radicalement, tu dois changer radicalement. Pas moi. Ben si, moi aussi, mais en ce qui me concerne, mon ego a trouvé un super moyen de se la péter. Les négociations qu'on a eues, lui et moi, il y a quelques années, elles ont abouti à un consensus qui fait que j'ai une vie assez sobre et une faible empreinte écologique. Je peux faire mieux et je poursuis les efforts pour avoir un style de vie plus vertueux. Par exemple, ça fait des années que j'essaie de me passer d'une alimentation carnée. Déplorable échec. Je suis un foutu carnivore. J'ai un peu réduit ma consommation, mais aujourd'hui, je n'arrive pas à me passer de la viande. J'espère que j'y arriverai un jour, mais je chemine lentement vers le végétarisme. Il y a beaucoup d'axes d'amélioration. Chacun en son âme et conscience trouvera comment changer le monde en se changeant soi-même. Comment opérer d'aussi importants changements sans souffrir de grandes frustrations ? Compte tenu de la surexploitation des ressources, la pénurie est un fait, pas la frustration. Cependant, je pense hélas que pour beaucoup, un changement radical serait effectivement synonyme de frustration. Pour que la décroissance matérielle s'apparente à une sobriété heureuse, il faudrait pouvoir sortir du cercle vicieux du mécanisme des compensations. C'est hélas un long processus. Et c'est là où la psychologie a un rôle extrêmement important à jouer. C'est un des rouages stratégiques du nouveau paradigme, l'un des plus importants à mes yeux. Pendant des décennies, les admirables pionniers de ce combat pour le développement durable du monde n'ont pas apporté la moindre attention à la dimension psychologique. Et c'est une très grave erreur, une grande faille stratégique. Je leur pardonne de tout mon cœur. J'ai vaguement entendu parler d'éco-psychologie. Oui, l'éco-psychologie commence à se faire une petite place dans certaines strates de nos sociétés. Je m'en réjouis évidemment. Par exemple, les militants écolos ont fait maintes fois le constat frustrant que beaucoup de bonnes intentions, des super projets n'aboutissaient pas. Qu'on s'engueulait dans des réunions, qu'on ne parvenait pas à prendre des décisions, que l'abus de pouvoir était conflictuel, parfois déprimant, souvent démobilisateur. De plus en plus de militants ont pris conscience qu'ils devaient faire un travail individuel et collectif sur ces problèmes d'ego. Ce travail s'est traduit concrètement par une modification qui a surtout impacté la gouvernance, c'est-à-dire la façon de coopérer, de gérer le groupe, de partager le pouvoir. Des méthodologies sont venues apporter un éclairage différent. La sociocratie, l'holacratie, ce sont des systèmes d'organisation de la gouvernance. L'idée, c'est de tirer le meilleur parti de l'intelligence collective. Ces approches innovantes proposent des alternatives aux moribondes
Structure pyramidale, patriarcale, oligarchique. La CNV aussi, la communication non violente. Elle va dans le même sens, mais principalement dans la posture individuelle du communicant. Communiquer mieux, c'est un progrès tangible, mais ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui est nécessaire et suffisant? Probablement rien. En tant que systémicien, je m'intéresse à des processus. Qui dit processus dit succession d'étapes. En tant que systémicien, je ne méprise pas l'intérêt qu'on peut porter aux manifestations, aux symptômes des problèmes. Mais j'attire surtout l'attention sur la dimension causale des problèmes. Apprendre à communiquer différemment, à coopérer autrement, peut permettre de mieux canaliser nos égos, et c'est déjà vachement bien. Mais celles et ceux qui veulent aller plus loin, plus profond, seront réceptifs à cette invitation que je lance dans ce film. Il est possible de résoudre les causes profondes de la compensation égotique. Voilà pourquoi je m'adresse à vous. Voilà pourquoi je vous souhaite de tout mon cœur beaucoup d'amour. S'il vient des autres, jouissez-en, nourrissez-vous. Mais s'il vient de vous-même, si vous apprenez à vous aimer d'amour, alors l'esprit libéré de la quête obsessionnelle d'être aimé par les autres, cette révolution intérieure vous rendra naturellement ouvert au don de soi. Pas tant pour la gratitude, pas tant pour le retour d'affection, pas comme une contrepartie dans nos commerces affectifs, mais juste parce que c'est délicieux d'offrir, parce que c'est